Bonjour et bienvenue sur Médian TV. Le secrétaire général de l'ONU a publié son rapport sur le Sahara. Comme chaque année, de nombreux points relatifs à ce différend régional y sont évoqués. Quelles en sont les avancées notables et surtout quelles sont les perspectives dans le court et le moyen terme sur ce dossier? On en parle ce matin avec notre invité. Il s'agit du professeur de relations internationales, Zakaria Abou Dahab. Bonjour à vous, professeur Abou Dahab. Bonjour, cher Omar. Alors, le rapport est sorti, on en a longuement parlé ici sur notre antenne, mais vous, globalement, que retenez-vous de ce rapport du secrétaire général des Nations Unies? Bon, c'est un rapport qui respecte une certaine forme, c'est-à-dire une certaine structure. C'est un état des lieux relatif à la situation concernant le Sahara marocain. Évidemment, ça traite de pas mal de questions, les aspects opérationnels, le déploiement de la MINURSO, la question du déminage, les droits de l'homme, les aspects internationaux en lien avec la question du Sahara, les questions continentales, etc. Ce qui est à remarquer, évidemment, la partie la plus importante, c'est la toute dernière, pratiquement, la section 8, parce qu'elle comprend, si vous voulez, les observations et les recommandations de Monsieur le secrétaire général, évidemment, qui s'est fondé sur d'abord le diagnostic établi par le chef de la MINURSO, donc c'est un représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, et en plus des résultats de la tournée de l'envoyé personnel du secrétaire général, Monsieur de Mistura. Et donc, ce que je retiens, c'est que le rapport relève une certaine montée de la tension à la suite de la violation du cessez-le-feu, il faut le dire, par les milices du Polisario. Deuxièmement, il y a quand même des évolutions en rapport avec les ouvertures des consulats, que ce soit Dakhla, que ce soit Lyon, qui ont été d'ailleurs relevées dans le rapport en date du 3 octobre 2023. Chose importante, il me semble, peut-être nous y reviendrons, c'est que il y a des propositions peut-être qui devraient être prises en considération prochainement lors de l'adoption de la résolution du Conseil de sécurité concernant le Sahara marocain d'ici fin octobre. Et donc, il faut dire aussi que ce rapport intervient en application de la résolution précédente d'octobre 2022. Donc, je pense que c'est un résumé. Alors, comme vous l'avez évoqué, le chapitre 8, entre autres, mais il y a aussi à chaque fois cette question du rôle de l'Algérie dans ce différend régional. Sur ce point, que dit l'ONU? Malheureusement, l'ONU a relevé que l'Algérie n'était pas prête à participer activement aux tables rondes envisagées par l'envoyé personnel, monsieur le secrétaire général, et cela est un point négatif dans le sens où, d'une manière ou d'une autre, l'Algérie constituant non seulement une partie intéressée mais concernée, donc on peut lire entre les lignes de ce rapport qu'en vérité, on ne peut trouver une solution. D'ailleurs, ça se répète, politique mutuellement acceptable sans l'implication des pays voisins et notamment l'Algérie. On cite aussi la Mauritanie qui adopte ce qu'elle appelle une neutralité positive. Et le rapport aussi a soulevé qu'il y a une montée de la tension entre les deux parties, c'est-à-dire les deux pays voisins, le Maroc et l'Algérie. Mais aussi, on va dire que le rapport étant un texte qui compile, si vous voulez, les éléments factuels intervenus depuis octobre 2022, il adopte un style diplomatique. Mais on peut encore comprendre qu'en réalité, l'Algérie est invitée, surtout au niveau, je l'ai dit tout à l'heure, la section la toute dernière, parce qu'elle est citée nommément, que l'Algérie est invitée à s'impliquer activement dans la recherche d'une solution pour plusieurs raisons. D'abord, les camps de Tindouf se situent sur son territoire et a donc des responsabilités par rapport au droit international et en particulier le droit international humanitaire sur la question des camps, la situation humanitaire catastrophique qui a été relevée dans le rapport. Et donc on voit très bien que l'Algérie est interpellée vivement plus que jamais aujourd'hui pour s'inscrire positivement dans la recherche d'une solution politique mutuellement acceptable, ordonnée bien entendu autour du plan marocain d'autonomie. Alors, si on essaie de se détacher un peu de ce rapport par rapport à la réalité sur, disons, à l'évolution du dossier, on sait que l'actuel envoyé personnel des Nations Unies, du secrétaire général des Nations Unies, Stéphane de Mistura, a rencontré les différentes parties, mais concrètement, ne pensez-vous pas qu'il devient encore de plus en plus difficile de parvenir à réunir l'ensemble des parties et d'avancer sur ce dossier-là?
Alors, le rapport d'entrée de jeu, souligne que le conflit du Sahara marocain est un conflit de faible intensité. C'est-à-dire qu'il n'inquiète pas, outre mesure, si vous voulez, la question de la paix et de la sécurité, objectif promu et poursuivi par le Conseil de sécurité. Donc, la communauté internationale, si vous voulez, continue de déployer des efforts, surtout diplomatiques, pour trouver une solution. Deuxième élément, malheureusement, effectivement, depuis la nomination de M. Staffan de Mistura, le dossier n'a pas véritablement avancé parce que d'abord, il y a un entêtement de la part du Polisario qui, entre parenthèses, je relève une chose au niveau de ce rapport, ça a été dit, que soi-disant, il est prêt à mettre à jour sa prétendue proposition qui a été formulée le 10 avril 2007, alors que le plan marocain d'autonomie a été formulé ou présenté le 11 avril de la même année. Par ailleurs, cette situation évidemment de statu quo n'arrange personne. D'abord, du point de vue du coût du conflit sur le plan politique, diplomatique, etc., ça envenime les relations de voisinage. Deuxièmement, les grands perdants, ce sont les personnes qui sont détenues, séquestrées dans les camps de Tindouf. Et troisièmement, sur le plan même continental, parce que l'Union africaine a été également citée, il n'y a pas eu véritablement d'évolution par rapport à cette question, sachant bien que le Maroc défend l'idée suivante, c'est qu'il faut qu'il y ait une supervision exclusive du dossier par le Conseil de sécurité, mais quand même, l'Union africaine pourrait pousser un peu plus vers l'avant et faire pression sur notamment l'Algérie afin qu'elle s'inscrive dans le cadre de cette approche de médiation, de règlement pacifique du différend découlant du chapitre 6 de la Charte des Nations Unies. Alors, le rapport, on l'avait évoqué, revient aussi sur le fait que le Maroc respecte notamment le cessez-le-feu et le Maroc n'est pas une partie qui, en tout cas, tend vers la création d'incidents. Qu'en est-il des autres parties ? Les autres partis s'enferment dans des idées très dépassées, malheureusement ne tiennent pas compte d'abord de la gravité de la situation parce que il va crescendo. Certes, le rapport relève qu'il y a par-ci par-là quelques échanges de tirs à l'est du mur de défense marocain, mais loin évidemment des orchestrations et de la propagande polisarienne soutenue par l'Algérie, parce qu'il y a eu une sorte d'amplification comme quoi on vivait un scénario kafkaïen. Néanmoins, le rapport est venu pour démentir ce genre de description, si vous voulez. Par ailleurs, le Maroc est connu d'être un catalyseur de paix et un constructeur de la paix, vu son engagement de longue date et son approche en termes de modération et les invitations incessantes lancées à l'adresse surtout de l'Algérie, la politique de la main tendue. Malheureusement, cette opiniâtreté, si vous voulez, cet entêtement de la partie algérienne, bien entendu, qui, encore une fois, il faut le souligner, est une partie qui est concernée directement et je dirais même le protagoniste numéro un dans ce conflit-là. Si l'Algérie ne change pas ou ne modifie pas de logiciel géopolitique, entre guillemets, on ne pourrait pas évidemment dégager rapidement une solution parce qu'au final, les grands perdants, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les personnes qui sont séquestrées et qui vivent des situations humanitaires très dramatiques. Une situation justement humanitaire sur les camps de Tindouf qu'il faut souligner, mais on le souligne aussi de temps en temps, c'est ce qui est devenu ou ce que sont devenus ces camps en termes de militarisation des enfants. Sur ce point-là, alors que dit l'ONU, professeur? Il y a toute une partie sur la question des droits humains. Je crois que c'est la section 5. Elle est intitulée ainsi « Activités humanitaires et droits humains ». Elle traite entre autres des personnes portées disparues lors du conflit. Elle traite également de l'assistance à la protection même des réfugiés, même si on pourrait peut-être émettre des réserves concernant cette expression, parce que si on ouvre la boîte de Pandore et on revient au contexte des années 70, on voit très très bien qu'il y a eu déplacement de force de personnes et en même temps, on a gonflé les ronds par des personnes qui n'ont rien à voir avec le Sahara marocain. Il y a également les mesures de confiance qui sont citées. Alors quand je dis les mesures de confiance, normalement, le rapport
fait allusion aux possibilités de rétablir ce qu'on appelle les visites familiales. Il y a également la question des droits humains et ainsi de suite. Mais l'ONU, de façon générale, le rapport de façon particulière, puisque je l'ai dit tout à l'heure, il prépare l'adoption de la résolution prochaine du Conseil de sécurité, n'a pas manqué de soulever que le Maroc a déployé des efforts en matière de protection des droits humains. Et entre autres, il cite par exemple les commissions régionales sur les droits de l'homme qui relèvent du Conseil national des droits de l'homme. Pratiquement aujourd'hui, le Maroc n'est pas du tout inquiété par rapport à cette question. Plutôt, c'est la critique est dirigée vers le gestionnaire des comptes de Tindouf qui a des responsabilités, non seulement par rapport à la Convention internationale de Genève sur la protection des réfugiés, mais également, de façon générale, le droit international humanitaire. Et vous l'avez dit, Omar, tout à l'heure, la question de l'enrôlement militaire des enfants. Il y a d'autres pratiques d'esclavage qui ont été soulevées par des rapports d'ONG internationales, etc. Bon, il faut absolument, à mon sens, que la communauté internationale active le principe de la responsabilité de protéger une population désarmée, c'est-à-dire les Sahraouis qui croupissent sous les approches dictatoriales des gestionnaires de ces camps. Alors, le fait, et vous l'avez tout à l'heure évoqué assez rapidement, on va essayer de développer cet aspect. Le rapport ne peut pas garder le silence sur une autre réalité, c'est le fait qu'aujourd'hui, de nombreux pays ouvrent leur consulat dans ces régions du Sud. Alors, pour l'ONU, qu'est-ce que cela, en quoi cela, en tout cas, peut faire évoluer ce dossier-là? Alors, ces questions-là font partie, si vous voulez, des faits nouveaux survenus depuis octobre 2022, puisque le rapport couvre une année pratiquement complète, donc une année, on va dire, grégorienne. Et entre autres choses, par exemple, le rapport souligne que le Guatemala a décidé de l'ouverture d'un consulat à Dakhla. Évidemment, comme vous le savez, diplomatiquement parlant, comme l'ONU est tenue par une approche d'impartialité, ce qu'elle fait, c'est qu'elle relate les faits, c'est un diagnostic, mais implicitement, il y a plusieurs manières de lire les rapports. C'est-à-dire en termes d'interprétation, on peut dire que là, le rapport soulève qu'il y a une démarche progressive de consolidation de la position marocaine, c'est-à-dire la marocanité du Sahara, qui est attestée par ces démarches diplomatiques consulaires qui permettent encore une fois d'élargir le spectre de la coopération subrégionale, si vous voulez, non seulement au niveau par exemple, de la région de l'Afrique de l'Ouest, mais au-delà, il y a d'autres régions, que ce soit en Amérique latine ou ailleurs, et on voit là une sorte d'encouragement indirect de l'ONU pour apaiser la situation et permettre encore une fois de réaliser des objectifs en termes de coopération, surtout sud-sud. C'est cela, en fait, ce qui est envisageable. Alors, on l'avait dit au début de cet entretien, professeur, il s'agit aussi de voir dans le court et moyen terme quelles sont les différentes étapes dans lesquelles on pourrait entrer. Selon vous, sur la base de ce qu'a fait l'envoyé personnel spécial du secrétaire général des Nations Unies jusque-là, Stéphane de Mistura, ce statu quo qui semble perdurer, selon vous, dans les mois à venir, quels peuvent être les pas en avant qui pourraient être enregistrés dans ce dossier? D'abord, sur le court terme, si vous voulez, il faut absolument qu'il y ait un retour au cessez-le-feu de 91, parce que d'abord, cela permettrait de rétablir, soi-disant, une certaine atmosphère d'apaisement, pour ne pas dire autre chose, et envisager éventuellement, et c'est un point qui est corrélé au premier, la reprise des tables rondes. Évidemment, les tables rondes devraient voir participer obligatoirement l'Algérie. D'abord, au regard de son implication historique dans le conflit. Deuxièmement, au niveau même de sa responsabilité juridique en termes de gestion des comptes de Tindouf. Et puis, troisièmement, en raison des blocages diplomatiques que l'Algérie n'a cesse de dresser malheureusement depuis que, par exemple, James Baker en 2001 avait proposé la solution de l'autonomie, en premier lieu, on s'en souvient, en 2001, et ça a été acté par beaucoup de capitales mondiales, y compris Paris, par exemple. L'autre élément, le moyen et le long terme, à mon sens, l'ONU devrait plus ou moins adapter son approche de résolution de ce conflit, parce que jusqu'à aujourd'hui,
Elle l'a fait de façon trop conciliante, on va dire ça, mais néanmoins, comme on le sait, le Conseil de sécurité a une configuration politique très particulière, rapport de force, etc. On peut par exemple probablement s'attendre à des abstentions, etc. Donc, les membres du Conseil de sécurité, surtout permanent, doivent le faire dans la négociation, dans la composition, mais sur le long terme, il faut absolument que nous sortions de cet état de léthargie. Le Maroc est fort dans sa position diplomatiquement, économiquement, politiquement, tout ce qu'on veut. Néanmoins, c'est quand même une situation dramatique dans les camps et Sa Majesté le Roi n'a cessé de dire que ce sont des nôtres, donc les Sahraouis de Tindouf sont des Marocains et par conséquent, au moins, il faut lever l'embargo imposé à ces derniers, à ces personnes et par la suite, il faut que chacun assume ses responsabilités. Moi, je crois que le poids de plus en plus est mis et la pression sur l'Algérie afin qu'elle assume historiquement, une fois pour toutes, ses responsabilités. En tout cas, c'est à suivre. Vous l'avez évoqué tout à l'heure aussi, c'est un conflit de basse intensité, comme le dit donc ce rapport. Donc, avec tous les développements qu'il y a actuellement sur la scène internationale, peut-être que si l'ONU n'est pas à l'œuvre ou à l'initiative, peut-être que là, on peut dire que c'est ce statu quo qui risque de perdurer peut-être sur l'année à venir. Oui, c'est regrettable de l'avouer encore une fois. Encore une fois, c'est en raison de la position et de la posture géopolitique d'un certain nombre de protagonistes. Mais ce qui est aussi à relever diplomatiquement, il faut toujours entrevoir quelques lueurs d'espoir et quelques perspectives, si vous voulez. La section 8, qui est intitulée Observations et recommandations, certes, s'inquiète de la situation. Elle relève la question de l'hostilité grandissante de la part de certaines parties, donc on les connaît, mais il appelle à une urgence politique, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une volonté politique de la part des protagonistes du conflit afin de sortir de ce goulot d'étranglement. Mais ce qui est intéressant, je crois que c'était le paragraphe 4 de cette section. En tout, le rapport fait 103 paragraphes. Il invite l'ONU à adresser une sorte d'invitation solennelle à toutes les bonnes intentions afin de réfléchir collectivement à une approche de sortie de ce conflit. Le leitmotiv, c'est toujours une solution politique mutuellement acceptable et on comprend que l'approche pragmatiste, réaliste du Maroc, on est interpellé, mais il faut absolument que les efforts fournis par les envoyés personnels précédents soient pris en considération. Ça, c'est nouveau, ça n'a jamais été dit, à mon avis, enfin dans ma réflexion concernant la question du Sahara, prendre en considération toutes les accumulations, si vous voulez, faites depuis la nomination du premier envoyé personnel, à savoir James Baker, par exemple. Est-ce qu'on peut aujourd'hui remettre sur la table la question de la voie 3, c'est-à-dire le plan Baker 1, ordonné autour du plan marocain d'autonomie et l'adopter comme solution définitive à ce conflit pour une fois pour toutes régler à jamais ce contentieux très coûteux. Merci à vous, professeur Zakaria Abou-Daha, pour tous ces éclairages. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, monsieur Omar. Bonne journée. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous également. Et je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Média TV.